Bienvenue dans Secrets de recruteur, le podcast qui lève le voile sur les coulisses du recrutement. Je partage avec vous conseils pratiques, astuces concrètes et vérités de terrain pour transformer votre recherche d'emploi en succès. Préparez-vous à découvrir ce que les recruteurs ne disent pas toujours, mais que vous devez absolument savoir. Installez-vous, vos secrets de réussite commencent ici. Voilà, il y a ce moment très précis, presque clinique et particulièrement inconfortable que connaissent absolument tous ceux qui doivent mettre à jour leur parcours professionnel. Ouais, l'angoisse de la page blanche du CV. Exactement. C'est cette panique absolue, le moment de sueur froide quand l'écran affiche une expérience qui a duré moins de 6 mois, et là, instinctivement, le premier réflexe, c'est la dissimulation. C'est ça, on veut cacher la poussière sous le tapis en fait. Totalement. L'erreur la plus fréquente et franchement de loin la plus coûteuse, ça consiste à essayer de masquer cette courte période. Du coup, on voit des parcours entiers qui sont mutilés avec des trous chronologiques béants, ou alors on voit cette fameuse technique qui consiste à effacer les mois pour ne laisser que l'année. Genre, on écrit juste 2024 en espérant secrètement que la personne en face ne remarquera rien. Sauf que le résultat de cette dissimulation, c'est très exactement l'inverse de l'effet recherché. Ah oui ? Ah mais complètement. Ce qui effraie la personne chargée du recrutement, c'est pas du tout la courte durée de l'expérience. Mais alors pas du tout. Ce qui fait peur, c'est l'absence de contexte. Masquer l'expérience ou jouer sur les dates, aujourd'hui c'est littéralement un suicide professionnel. Tant sur le plan algorithmique que psychologique. Algorithmique, carrément. Oui, parce qu'avant même qu'un être humain ne pose les yeux sur le dossier, les logiciels de tri, tu sais, les fameux ATS, Ouais, les filtres automatiques. voilà, ces logiciels vont rejeter cette anomalie instantanément. Et si par un miracle quelconque le dossier passe ce filtre, un trou chronologique, ça génère une méfiance instantanée chez l'humain. C'est un signal d'alarme bien plus destructeur qu'une rupture de période d'essai qui serait assumée avec clarté. Donc aujourd'hui, l'objectif de notre exploration, c'est de déconstruire totalement cette panique. On va analyser la mécanique mentale de celui qui lit ces documents. On va comprendre pourquoi les tentatives de justification aggravent le problème. Et surtout, l'idée, c'est de voir comment formuler concrètement les choses pour transformer ce qui est perçu comme une fuite embarrassante en une vraie démonstration de lucidité professionnelle. C'est un vrai renversement de perspective en fait. C'est ça. La promesse de cette analyse, c'est qu'après avoir écouté ça, plus personne n'aura besoin de bafouiller ou de s'excuser pour un passage de quelques mois dans une boîte. Mais bon, pour que cette bascule mentale opère, il faut d'abord regarder la réalité de la lecture d'un CV. Concrètement, chronomètre en main, que se passe-t-il vraiment lors de cette première sélection ? Il faut détruire une illusion tenace, l'illusion d'une lecture attentive et bienveillante. Beaucoup s'imaginent encore que leur dossier est lu par un professionnel installé confortablement à son bureau, qui soupèse chaque virgule, qui cherche à comprendre l'âme du candidat. La réalité est un peu plus brutale, non ? Beaucoup plus brutal. Les données de nos sources montrent que le premier tri d'un parcours prend entre 7 et 10 secondes. Attends, 7 à 10 secondes, c'est rien du tout. Donc pendant ces fameuses 7 secondes, on ne lit pas un récit chronologique détaillé. Le recruteur, lui, il scanne un tableau de bord à la recherche de voyants rouges clignotants. Exactement. Et en voyant rouge, ça signifie qu'on rejette le véhicule. On ne va pas prendre le temps d'ouvrir le capot pour comprendre pourquoi le voyant clignote, on passe au suivant. Le recruteur, en fait, il cherche des signaux de cohérence immédiate. Genre un intitulé de poste, un nom d'entreprise, une durée globale, ce genre de truc. Voilà, une logique de progression. Et une expérience courte au milieu d'un parcours linéaire, c'est un voyant qui s'allume. Et attention, pas parce que la durée est courte, mais parce qu'elle introduit une anomalie non résolue. C'est le fameux problème de contexte dont tu parlais. C'est ça, c'est là qu'il faut bien comprendre comment fonctionnent ces algorithmes de tri, les ATS. Ce ne sont pas des intelligences artificielles subtiles qui vont lire entre les lignes. Ce sont des maths très basiques. Ils soustraient des dates. Ok, donc de janvier à juin, le logiciel calcule, le compte est bon. Mais de 2023 à 2024, avec des mois manquants, le logiciel identifie un vide mathématique, un gap. Et là, bam, le score de pertinence du profil s'effondre, avant même qu'un humain n'intervienne. Et quand l'humain intervient, enfin, face à ce vide, on entre dans la psychologie de la gestion du risque. C'est bien ça. Parce que le rôle premier d'un recruteur, finalement, c'est pas tant de dénicher les talents parfaits, c'est surtout d'éviter à tout prix l'erreur de casting qui va coûter des dizaines de milliers d'euros à la boîte. Totalement. C'est de la gestion de risque pure. Donc, s'il n'y a pas d'explication factuelle fournie à côté de cette expérience de 3 mois, que fait le cerveau du recruteur ? Il panique un peu lui aussi.
Il a horreur du vide. Ce cerveau d'analyste des risques va systématiquement combler ce manque d'informations en inventant une narration. Et attention, cette narration, elle ne sera jamais, mais alors jamais, à l'avantage du candidat. Ouais, il va pas se dire « Oh, cette personne a fait un choix courageux de quitter un environnement toxique. Ah ben non. L'hypothèse, ce sera plutôt cette personne a un problème de fiabilité, ou elle est incapable de s'adapter à la culture d'entreprise, ou pire, elle s'est fait virer pour incompétence. » Donc laisser un vide chronologique, c'est littéralement donner le stylo au recruteur pour qu'il écrive le pire scénario possible sur notre propre parcours. Exactement. Et c'est ce qui explique pourquoi certaines réactions instinctives, qu'on pense être des solutions quand on rédige son CV, sont en réalité des catastrophes industrielles. Tu penses au pavé de texte pour se justifier? Ouais. Si le recruteur est dans une posture de suspicion, rédiger un paragraphe de 5 lignes en dessous de l'expérience courte pour détailler toutes les raisons d'un départ, ça, c'est un immense drapeau rouge. Ça donne l'impression d'assister à une plaidoirie de la défense alors qu'on n'a rien demandé. C'est exactement ça. Rédiger une justification sur un CV, c'est comme s'excuser pour un délit avant même d'avoir été accusé. Le document, qui devrait être un outil marketing, devient un dossier de défense légale. Le candidat projette sa propre honte sur le papier, ça se sent tout de suite. Et il y a aussi l'erreur fatale du vocabulaire, non? L'injection de mots toxiques. Ah oui, le vocabulaire chargé négativement. Poser des mots comme licenciement, conflit avec la direction, désaccord, ou même le mot rupture. En fait, tu associes ton propre profil à un champ sémantique de crise. Et comme le recruteur scanne en 7 secondes, Il ne va retenir que le mot conflit. Même si le mot est noyé dans une belle phrase qui explique que le candidat n'y était pour rien, son cerveau retient conflit. C'est mort. c'est fou. En fait, le problème de fond dans cette affaire, au-delà même des mots qu'on choisit, c'est qu'il y a un décalage massif, presque absurde, entre la honte ressentie par le candidat et la réalité mathématique du marché du travail actuel. C'est le premier grand angle mort, en effet. Ouais, parce que on porte cette expérience de 4 mois comme une tâche indélébile, une anomalie impardonnable. Mais quand on regarde les données macroéconomiques récentes, issues de nos sources, le marché du travail a profondément muté. On n'est plus du tout dans les années 90 où quitter une boîte avant la fin de la première année, c'était vu comme une trahison absolue. Mais oui, il faut déculpabiliser. Les chiffres de France Travail sont formels. Le niveau des démissions a atteint des sommets historiques depuis 2021. C'est un phénomène structurel maintenant. Une redéfinition du rapport de force? Exactement. Les professionnels refusent de plus en plus de s'enliser dans des postes qui ne correspondent pas à la promesse initiale de l'entretien. Et c'est plus un acte de rébellion d'un profil instable. C'est un comportement de marché qui est documenté et mesuré. Surtout si l'on affine par secteur. Les études de l'APEC sur la mobilité des cadres prouvent que, dans les industries technologiques, le conseil ou le numérique, des cycles de 6 mois, ce n'est absolument plus rédhibitoire. Et les données de la DARES complètent parfaitement cette image. Elles indiquent que les ruptures de période d'essai, que ce soit à l'initiative du salarié ou de l'employeur, elles sont en hausse constante. Donc pour résumer ce point, pour un professionnel du recrutement qui passe ses journées entières à analyser des parcours, voire un contrat de 4 mois aujourd'hui, ça n'a plus rien d'exotique. Pour un recruteur aguerri, une rupture de période d'essai, c'est une statistique du quotidien. C'est une simple mécanique du marché. Le drame, le trauma, il se joue uniquement dans la tête du candidat. Mais alors, qu'est-ce qui intéresse vraiment le recruteur si c'est pas le départ rapide? Ce qui l'intéresse, c'est la façon dont ce départ est assumé, expliqué et surtout intégré dans une trajectoire qui reste cohérente. Ok, je comprends le principe. Mais là-dessus, il faut quand même qu'on fasse preuve d'un peu de réalisme clinique. C'est hyper rassurant d'entendre que le marché banalise la mobilité courte. Oui, Mais soyons honnêtes, si on passe 3 mois dans une boîte, le premier mois généralement, il sert à quoi? Il sert à configurer ses mots de passe, trouver la machine à café et comprendre l'organigramme. ouais, c'est l'onboarding, quoi. Voilà. Le deuxième mois, on commence à peine à toucher au vrai dossier. Du coup, comment on peut sérieusement prétendre avoir généré de la valeur ou accompli quoi que ce soit de significatif en un laps de temps si court? Sans passer pour un affabulateur, je veux dire. C'est dur de revendiquer un impact quand t'as à peine posé tes cartons. C'est une excellente objection. Et c'est là qu'on touche au deuxième angle mort, la confusion persistante entre la longévité et l'impact. En fait, la majorité des parcours sont rédigés sous forme de fiches de poste. C'est-à-dire? On liste les responsabilités quotidiennes de manière descriptive. Et effectivement, lister des tâches routinières pour une durée de 3 mois, ça semble ridicule. On ne va pas écrire « gestion des emails pour un contrat de 8 semaines ». Ça ne trompe personne. Non.
La seule solution pour légitimer une courte période, c'est de faire une bascule radicale vers une approche exclusivement orientée sur les résultats. Les fameux bullet points orientés résultats. La valeur prouve la productivité, peu importe le temps passé sur la chaise. Donc on délaisse le temps pour l'impact. Exactement. 1 mois, ça peut largement suffire à régler un problème technique qui traînait depuis des années. 3 mois, c'est largement suffisant pour restructurer une méthode de travail ou auditer un service. Ce qui veut dire qu'il faut isoler des accomplissements très précis, presque chirurgicaux. Si je reprends les sources de notre analyse, il y a des exemples tangibles hyper intéressants. Au lieu de dire bêtement « gestion des tableaux de bord », ce qui est flou et plat, on inscrit « mise en place d'un tableau de bord de suivi réduisant le temps de reporting mensuel de 30%. Voilà. C'est mesurable. Ou encore, au lieu du classique relation avec les fournisseurs, on met coordination de 3 prestataires externes sur un projet critique de refonte graphique. Bah, ça c'est puissant. Et mon préféré, très percutant pour un contrat court, formation aux outils de gestion client en totale autonomie en moins de 2 semaines. Record. Et que tu livres des résultats pendant que d'autres seraient encore en train d'attendre leurs identifiants. Oui, pour une entreprise, c'est l'assurance d'une productivité rapide. Et donc, par définition, ça réduit considérablement leur perception du risque. Exactement. C'est la clé de voûte. Bon, connaissant tout ce contexte, sachant que le recruteur craint le risque inexpliqué, que le marché a totalement normalisé les trajectoires fragmentées et qu'on vient de prouver qu'il est possible de démontrer sa valeur en quelques mois. La vraie question, c'est comment on organise concrètement cette information? Le passage à l'action. Voilà. Si on ne doit absolument pas faire de longues phrases de justification, mais qu'il faut quand même donner du contexte pour empêcher le cerveau du recruteur d'imaginer le pire, il nous faut un système chirurgical. Et ce système existe. C'est ce qu'on appelle la technique de la parenthèse. C'est un cadre d'action, un framework mental d'une simplicité redoutable. Vas-y, explique-nous ça. L'objectif de la parenthèse, c'est d'apporter une contextualisation factuelle, clinique, dénuée de la moindre fioriture émotionnelle. Pas de phrase complète, pas de verbe d'action pour se justifier, uniquement quelques mots, placés entre parenthèses, directement accolés au titre du poste ou à côté des dates. Juste une balise, en fait. C'est ça. C'est une façon de border le cadre d'analyse du lecteur avant même qu'il ne commence à se poser des questions ou à s'imaginer des scénarios. Alors, voyons comment cette technique s'applique dans la vraie vie. On va balayer les 4 situations les plus courantes qu'on retrouve dans nos sources. On commence par la plus simple, un contrat dont la nature même est temporaire, genre en remplacement, une mission courte en intérim ou du freelance. C'est le cas le plus facile, car le cadre contractuel justifie intrinsèquement la durée. Il n'y a pas de loup. Il suffit de rendre ce contrat visible instantanément. Donc, on écrit quoi? On inscrit simplement, entre parenthèses, CDD 6 mois, fermez la parenthèse. Ou bien, entre parenthèses, mission freelance, fermez la parenthèse. Aussi simple que ça. Oui. L'œil scanne l'information en une fraction de seconde, le cerveau du recruteur intègre la logique contractuelle et le doute est dissipé. Aucune friction cognitive. C'est limpide, mais elles vont un peu de niveau de difficulté. Prenons le cas d'une démission volontaire. La personne est embauchée en CDI, et au bout de 4 mois, elle se rend compte que le poste, c'est une vaste blague, ça ne correspond absolument pas à ce qui avait été vendu en entretien, ou alors une opportunité incroyable se présente ailleurs. L'enjeu ici, c'est de neutraliser immédiatement l'idée d'une instabilité chronique. Le recruteur ne doit pas se dire « Oh, c'est un profil fuyant ». Il faut valoriser une prise de décision lucide. Donc la parenthèse doit refléter cette proactivité. Exactement. On inscrira par exemple « éteint », parenthèse, « départ volontaire pour projet de reconversion », fermez la parenthèse. Et dans le cas où le poste ne correspondait pas du tout? Là, on est encore plus précis et dépassionné. On écrit « éteint », parenthèse, « départ volontaire, tiret, poste éloigné du périmètre annoncé », fermez la parenthèse. J'aime beaucoup cette formulation. Elle est vraiment neutre. Elle est excellente parce qu'elle est factuelle. Elle informe simplement que tu possèdes des standards professionnels, que tu analyses ton environnement et que tu agis quand le contrat de départ n'est pas respecté. C'est une preuve de caractère, pas de faiblesse. On garde le contrôle total du récit, quoi. Une variante très proche, ce serait la période d'essai rompue à l'initiative du candidat lui-même. C'est techniquement différent d'une démission sur le plan légal, mais la mécanique psychologique est la même, non? La dynamique est identique, oui. La formulation recommandée pour ça, c'est, parenthèse, poste non poursuivi, tiret, périmètre différent de l'annonce. Fermez la parenthèse. Poste non poursuivi. C'est hyper élégant comme formulation. C'est le terme fondamental ici.
Non poursuivi, ça induit un choix actif, une décision, mutuelle ou personnelle, d'arrêter les frais. C'est pas un échec qu'on subit. C'est super professionnel, ça protège même la réputation de l'ancien employeur, en évitant de le critiquer ouvertement, et ça donne une explication parfaitement rationnelle. Ce qui nous amène inévitablement à la quatrième situation. Celle que tout le monde redoute viscéralement. Le tabou ultime. La période d'essai rompue par l'employeur. Le cas où, concrètement, la personne a été remerciée au bout de quelques mois. Comment on applique cette fameuse technique clinique quand on a techniquement subi la décision de plein fouet? C'est le cas le plus délicat, et c'est là que la sobriété absolue est la seule voie viable. Pas de surenchère. On met quoi dans la parenthèse alors? Parenthèse, poste non poursuivi à l'issue de la période d'essai. Fermez la parenthèse. Waouh, c'est direct. C'est une déclaration chirurgicale, totalement dénuée de charge émotionnelle, et surtout, point fondamental, ce n'est pas un mensonge. C'est la description juridique, stricte et factuelle de la situation. Et le fait de l'écrire noir sur blanc, ça coupe l'herbe sous le pied du recruteur. Exactement, ça tue dans l'œuf toute suspicion de dissimulation. Tu donnes l'information sans ouvrir la moindre brèche pour des questions parasites. Le dossier est refermé instantanément dans l'esprit de celui qui dit. Il a l'info, il passe à la suite. C'est vraiment une approche qui transforme la conception même du CV. On ne cache plus, on encadre la perception. C'est du génie. Mais ce document écrit n'est que la clé qui ouvre la porte de l'entretien. Une fois qu'on est en face à face avec la personne chargée du recrutement, la question sur ce départ précipité, elle finira inévitablement par tomber. Oui, il faut s'y préparer. Comment on transpose cette méthode hyperclinique à l'oral? Parce que quand le stress monte, le réflexe naturel humain, c'est de commencer à bafouiller et à se justifier pendant 5 longues minutes. Et c'est là qu'il faut une discipline de fer. La gestion de cet échange verbal repose sur une règle absolue. Interdiction formelle de s'étendre, de s'excuser ou de s'embourber dans des détails. Le piège classique, c'est le monologue défensif, non? Mais tellement. Le candidat commence à critiquer le style de management de son ancien boss, où il détaille une chronologie d'événements hyper complexes que personne d'externe ne peut comprendre. Il faut bien saisir un truc. Le recruteur s'en fiche de savoir qui avait tort ou raison dans ton ancienne boîte. Il observe quoi, alors? Il observe ta capacité à traiter une situation d'échec ou d'inadéquation avec maturité. C'est un test de posture. C'est hyper intéressant. D'ailleurs, les sources nous donnent une structure de réponse verbale qui relève presque de l'ingénierie sociale. C'est un script qui permet de désamorcer la question en quelques secondes chrono. Je te laisse lire la formulation. La voici mot pour mot. Ce poste s'est avéré différent de ce qui avait été présenté lors du recrutement. J'ai préféré prendre une décision rapidement plutôt que de m'installer dans une situation qui ne serait productive ni pour l'entreprise ni pour moi. Cette expérience m'a permis de confirmer ce que je recherche aujourd'hui en termes de responsabilité et c'est précisément la raison pour laquelle votre poste m'intéresse. C'est parfait. La mécanique de cette réponse est redoutable parce qu'elle orchestre 3 mouvements successifs très précis. Lesquels? Le premier mouvement pose le contexte rationnel et dépassionné. On dit « il y a eu un décalage entre la théorie et la pratique ». Pas de drame. Ensuite, le deuxième mouvement. Situation. On montre même une considération pour l'intérêt financier de l'ancienne boîte en disant « elle est productive ni pour l'entreprise, ni pour moi C'est malin. On se positionne en partenaire d'affaires, pas en victime. ». C'est ça. Et le troisième mouvement, c'est la bascule d'attention. On utilise l'expérience passée, non pas comme un boulet qu'on traîne, mais comme un tremplin narratif. On s'en sert pour justifier de manière implacable l'intérêt pour le nouveau poste. On détourne l'attention du passé pour focaliser la discussion sur l'avenir immédiat, c'est-à-dire le poste à pourvoir. Exactement. Le recruteur est obligé d'embrayer sur le futur. Magique. Juste une rapide parenthèse sur un autre support avant de conclure, la lettre de motivation. Parce que beaucoup de gens se demandent s'il faut utiliser la lettre ou le mail d'accompagnement pour prendre les devants et s'expliquer longuement avant même l'entretien. Oh là là, pratique à bannir de toute urgence. Ah oui, hein? La lettre n'est pas un tribunal de réparation. On ne fait mention de cette courte expérience dans la lettre que si, et seulement si, c'est le poste le plus récent. Et si c'est le cas? Dans ce cas unique, on l'utilise uniquement comme un argumentaire de transition. En une seule phrase, on explique comment ces quelques mois ont permis d'acquérir une compétence technique précise ou une vision spécifique du secteur qui sera directement exploitable dans la nouvelle structure. Et point. Rien de plus. Toute cette analyse démontre, au final, qu'une durée de quelques mois n'est en aucun cas une marque d'infamie, contrairement à ce qu'on a tous intériorisé. La perception d'échec, elle n'existe que si on laisse la place à l'interprétation.
C'est vraiment la leçon centrale qu'il faut intégrer après cette écoute. Une expérience de courte durée n'est jamais un aveu d'incompétence. C'est un événement de marché, une transition narrative complexe. Mais cette transition, elle exige que l'individu prenne le contrôle architectural de son contexte. Ouais, si le contexte n'est pas imposé d'emblée par le candidat avec des faits et des parenthèses cliniques. Il sera systématiquement imaginé par le recruteur à travers le prisme de ses propres biais de négativité et de sa peur du risque. On en arrive donc à une alternative très binaire pour tous ceux qui se retrouvent face à ce défi devant leur ordinateur. Le choix à faire. La première option, c'est de perpétuer le cycle de la peur, masquer les mois, manipuler les années, prier très fort pour que le logiciel de tri ferme les œufs et arriver en entretien avec la boule au ventre, l'angoisse d'être démasqué, prêt à bafouiller des excuses interminables. L'erreur absolue. Et la seconde option, c'est d'adopter cette posture de la parenthèse. Apporter de la lumière sur cette zone d'ombre avec une précision chirurgicale et totalement assumée. C'est le seul moyen de transformer ce qui ressemble à une vulnérabilité en une preuve écrasante de lucidité professionnelle et de maîtrise de soi. C'est ça. Et d'ailleurs, pour ceux qui hésiteraient encore à assumer pleinement ces trajectoires fragmentées, je voudrais qu'on inverse un peu la perspective sur ce que signifie réellement le mot stabilité. C'est-à-dire, Posez-vous la question. Quelqu'un qui intègre un nouvel environnement, qui constate hyper rapidement un dysfonctionnement profond ou un décalage majeur avec ses valeurs, et qui prend la décision difficile de partir au bout de 4 mois, tout en ayant été capable durant ce court laps de temps de maîtriser un outil complexe ou de livrer un projet. cette personne-là, Cette personne démontre une agilité mentale, une force de caractère et un courage décisionnel infiniment supérieur à un profil qui se serait juste contenté de rester de manière passive dans la même routine tiède pendant 5 ans par simple peur du changement. waouh, c'est une inversion totale du rapport de force mentale. Totalement. La vraie stabilité aujourd'hui, c'est l'agilité. Eh bien, voilà de quoi repenser intégralement la manière dont on présente son propre historique. Et surtout, la façon d'aborder la lecture d'un tableau de bord de 7 secondes avec une confiance toute nouvelle. Fin de la panique, retour au contrôle factuel. C'est la fin de notre décryptage d'aujourd'hui. Merci d'avoir écouté Secrets de recruteur. J'espère que ces conseils vous aideront à avancer vers le job qui vous correspond vraiment. Pour retrouver encore plus d'astuces, de ressources et nos dernières opportunités, rendez-vous dès maintenant sur www.recrute-talent.fr. Et si ce podcast vous a plu, abonnez-vous et partagez-le autour de vous pour aider d'autres candidats. À très bientôt pour un nouvel épisode.